2 août 2025, à plus de 8000 mètres d'altitude, un moment à la fois magnifique et désespérément fragile est en train de se dérouler. Une alpiniste chinoise de 37 ans, nommée Guanjing, entame sa descente après avoir atteint le sommet du Ke2, la montagne surnommée Savage Mountain, l'endroit où les rêves des alpinistes se concrétisent, mais aussi là où les adieux de centaines de vies ont résonné dans le vent glacial. Guanjing vient d'accomplir ce qu'elle a poursuivi toute sa vie. Elle se tenait au sommet du Ke2 à 15h32, le 11 août, au-dessus d'une mer de nuages, le vent hurlant autour des arêtes de glace et le soleil de l'après-midi dorant l'horizon pakistanais. Les photos de ce moment ressemblent à une vision céleste. Une femme frêle, debout sur le toit du monde, les yeux brillants entre les parois glaciales, comme si elle avait vaincu à la fois la nature et ses propres limites. Mais au moment même où elle commence à perdre de l'altitude, une vérité cruelle l'attend sur la pente. Les alpinistes chevronnés appellent la zone qu'elle s'apprête à traverser la loterie de la mort. Car ici, la survie ne dépend plus de la force, de la technique, ni même de l'expérience. Elle dépend d'un chaos invisible, des rochers suspendus sur les parois, prêts à se détacher et à dévaler la montagne sans avertissement. Guanjing ne sait pas que dans quelques minutes à peine, elle deviendra la prochaine victime d'un jeu macabre que le Ke2 impose à ceux qui osent le défier. La saison 2025 du Ke2 n'a ressemblé à aucune autre. Les agences d'expédition, les équipes de Sherpas et les alpinistes les plus expérimentés s'accordaient tous sur un point. Quelque chose de profondément anormal était en train de se produire. Les premiers avertissements, vagues mais inquiétants, étaient apparus dès la fin du mois de mai. Depuis les postes d'observation, via radio et messages satellites, les éclaireurs envoyaient des rapports glacials. Les conditions sous le camp sont les pires jamais observées. Pas de neige. Le terrain est instable, rempli d'éboulis. Les Sherpas sont inquiets. Le Ke2 n'est pas normal cette année. Lorsque des hommes ayant passé plus de 30 ans de leur vie sur les sommets les plus dangereux de l'Himalaya affichent une expression de peur, le monde de l'alpinisme doit prêter attention. Le Ke2 en 2025 n'était pas seulement dangereux, il était défiguré, méconnaissable, presque monstrueux. Dès juin, lorsque les expéditions sont arrivées au camp de base, elles ne découvrirent pas les pentes blanches familières, mais une scène qui semblait irréelle, le Ke2, brun. Le sol rocheux, normalement enfoui sous des mètres de neige compacte, était exposé. Les crêtes ressemblaient à l'ossature d'une bête ancienne, réveillée d'un long sommeil. À certains endroits, les cailloux tremblaient au moindre souffle du vent, comme prêts à dévaler à tout moment. Cette transformation n'était pas un simple caprice de la nature. C'était la conséquence directe de la pire sécheresse que la chaîne du Karakoram ait connue depuis des décennies. Le printemps 2025 n'avait apporté pratiquement aucune chute de neige. Puis une vague de chaleur catastrophique s'était abattue sur la région, faisant grimper les températures jusqu'à 46 degrés Celsius dans des zones censées rester froides toute l'année. La montagne, habituellement stabilisée par des couches épaisses de glace, avait été mise à nu. Les rochers se détachaient, roulaient, s'effritaient sans arrêt, certains gros comme des motos, tombant sans le moindre avertissement. Dans un tel contexte, toutes les expéditions auraient dû renoncer. C'était la décision logique, prudente, la seule raisonnable. Mais c'était le K2, un lieu où les rêves, la gloire et l'argent se mêlent à un niveau tel que les hommes sont prêts à risquer leur vie pour quelques minutes au sommet. Les équipes ont alors commis la plus grande erreur de la saison. Elles ont choisi d'attendre. Elles ont espéré que les conditions s'amélioreraient, qu'un miracle se produirait. Elles ne savaient pas que leur obstination les entraînait dans une saison maudite, une saison où les hommes allaient se retourner les uns contre les autres, où l'information serait étouffée et où la survie serait déterminée par une loterie mortelle invisible. Pour comprendre pourquoi la saison 2025 du Ke2 est devenue l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de l'alpinisme, il faut d'abord accepter une vérité que peu de gens osent regarder en face. La montagne avait changé. Pas un simple changement saisonnier, pas une variation imprévisible comme on en voit parfois en haute altitude, mais une transformation totale, comme si une créature ancienne avait arraché sa carapace de glace pour révéler son ossature brutale et menaçante. Ce que Guanjing et des centaines d'alpinistes ont vu cette année-là était un K2 jamais observé dans l'ère moderne, sans règles, sans repères climatiques familiers et surtout sans aucune stabilité. Tout a commencé par un phénomène climatique extrême
qui s'est emparé de la chaîne du Karakoram dès le début de 2025. Au cours du printemps, au lieu des chutes de neige épaisses de plus d'un demi-mètre habituelles, la région n'a reçu que quelques couches de neige si fines que les Sherpas pouvaient les balayer d'un simple geste de la main. Les températures, habituellement autour de 10 degrés Celsius, oscillaient bizarrement autour de 0 degrés Celsius pendant des semaines, empêchant la formation de glace compacte, un élément vital pour maintenir la montagne stable. En haute altitude, une simple variation de 2 degrés peut transformer un passage banal en zone mortelle. Alors, imaginez ce que plusieurs semaines de chaleur continue ont provoqué. Puis, en mai, ce fut le choc. Une vague de chaleur sèche, semblable à celle des déserts, a frappé le Karakoram. Les habitants de Skardou et de Gilgit, pourtant habitués à des climats extrêmes, affirmaient n'avoir jamais connu un été aussi brûlant. Et alors, une statistique a balayé tous les records. 46 degrés Celsius dans une région montagneuse qui aurait dû rester glaciale toute l'année. Ce chiffre, presque irréel, a déclenché un effet domino catastrophique. Pas de neige, pas de couche, de glace, aucune cohésion pour maintenir les rochers le K2 entier transformés en structure instable prête à s'effondrer. Les Sherpas venus du Népal, du Pakistan ou encore du Bhoutan l'ont confirmé d'une seule voix. Ils n'avaient jamais vu le K2 aussi nu. Les couloirs de neige tassés, habituellement présents même en année difficile, avaient disparu, remplacés par un chaos de pierres, d'éboulis et de sols fissurés. Chaque pas semblait être posé sur une bombe, prête à exploser. Cela a créé un phénomène redouté, les chutes de pierres enchaînent. Lorsqu'un petit caillou glisse, il entraîne un autre plus gros, puis un autre encore, jusqu'à ce que tout un pan de paroi se détache et dévale la montagne. En 2025, ces chutes étaient imprévisibles. Parfois la nuit, parfois en plein midi, parfois lorsque le vent rugissait, parfois quand tout semblait étrangement calme. Aucune logique, aucun signe précurseur. Pour les alpinistes, survivre revenait littéralement à jouer à pile ou face avec la mort. Cette transformation n'a pas seulement rendu la montagne dangereuse, elle a bouleversé toute la stratégie d'ascension. Normalement, les équipes montent de jour, lorsque le soleil raffermit la neige et stabilise les pentes. Mais en 2025, le soleil était l'ennemi. Une hausse de température de quelques degrés suffisait à libérer des blocs suspendus prêts à tomber. Les équipes ont donc dû grimper presque uniquement la nuit, naviguant dans l'obscurité totale, espérant que le froid relatif empêcherait les rochers de se détacher. Mais même la nuit n'était plus assez froide pour garantir une quelconque stabilité. La défiguration du K2 a également entraîné un autre danger, plus subtil mais extrêmement meurtrier. Les itinéraires traditionnels avaient disparu. Des faces rocheuses, autrefois recouvertes d'une épaisse couche glacée, montraient désormais des fissures nouvelles, des arêtes brisées, des pentes verticales, jamais documentées. Les Sherpas passaient des jours entiers à chercher de nouvelles voies après l'effondrement de portions entières de l'itinéraire. Les rope fixers, chargés d'installer les cordes de sécurité, se retrouvaient exposés à un niveau de danger inédit. Plusieurs Sherpas ont été blessés dès le mois de juin, mais ces informations n'ont pas été partagées largement. Certaines agences ont même choisi de les garder secrètes pour éviter que leurs clients n'abandonnent. En juin 2025, tout le K2 était devenu une version monstrueuse de lui-même. Plus aucune neige pour retenir les rochers, plus aucune glace pour sécuriser les cordes, plus aucun replat naturel pour se reposer. Il ne restait qu'une montagne nue, brutale, imprévisible, prête à engloutir quiconque osait s'y aventurer. Et ce n'était que le commencement. Car, après que le climat a transformé la montagne en piège mortel, l'être humain allait, lui aussi, l'aggraver en la transformant en champ de bataille. Si le climat a transformé le K2 en une machine de destruction froide et indifférente, l'être humain, lui, a fait de la saison 2025 un véritable champ de bataille où l'égoïsme, la peur et la frustration ont pris le contrôle. Ceux qui ont déjà gravi le K2 le disent depuis longtemps. Le plus grand danger, ce n'est pas la montagne, c'est l'homme lorsqu'il a peur. Et en 2025, cette réalité s'est révélée plus clairement que jamais. Après des semaines bloquées au camp de base à cause des chutes de pierres et des conditions chaotiques, la psychologie des équipes a commencé à se fissurer, les réserves diminuaient. Les températures changeaient brutalement, les itinéraires se transformaient d'un jour à l'autre. L'attente interminable a rongé la patience de chacun, et l'ambiance autrefois solidaire s'est muée en tension permanente. C'est dans ce contexte que les Temps Wars, la guerre des tentes au campin, ont explosé,
exposant la face la plus sombre de l'humanité sur l'une des montagnes les plus meurtrières du monde. Le Campin du K2 est une bande rocheuse instable, perchée à environ 6100 mètres d'altitude, où la montagne plonge comme l'échine d'un démon de pierre. Aucun terrain plat, aucun replat naturel, aucun espace large. Les zones réellement sûres pour y dresser une tente se comptent à peine sur les doigts de deux mains. Ces quelques emplacements déterminent si vous survivrez à la nuit ou si vous glisserez de 2000 mètres dans l'obscurité totale. Depuis des décennies, une règle tacite régit les lieux. Premier arrivé, premier servi. Personne ne réserve un emplacement pour quelqu'un qui n'est pas présent. Personne ne s'approprie plus d'espace que nécessaire. Parce que sur le K2, la survie dépend du respect mutuel. Mais en 2025, cette règle ancestrale a volé en éclats. La première image qui a choqué toute la communauté de l'alpinisme est venue d'une vidéo envoyée à l'alpiniste français Serge Hardy. Ce que l'on y voit ne ressemble pas à un camp de haute montagne, mais plutôt à un ensemble de parcelles privées entourées de clôtures. Des cordes, des piquets en métal, des barrières improvisées isolent des zones comme de petits enclos. Certaines tentes y sont installées, mais le pire, c'est que beaucoup d'emplacements étaient totalement vides. Aucun occupant, aucun sac, aucune équipe, rien. Les groupes responsables montaient au campin, encerclaient les meilleurs endroits avec des barrières, puis redescendaient au camp de base, laissant ces espaces cruciaux inutilisés. Lorsque d'autres alpinistes arrivaient après 6 à 8 heures d'efforts inhumains, épuisés et à bout de souffle, ils ne trouvaient plus aucun espace sûr pour planter leur tente. Ils devaient se contenter de sols inclinés, glissants ou instables. Certains étaient même contraints de redescendre dans l'obscurité glaciale, guidés par une simple lampe frontale et la prière d'éviter une chute de pierre. Lorsqu'ils ont confronté les équipes ayant encerclé ces emplacements, ils n'ont reçu qu'une réponse sèche. « Nous voulons juste garder ces places pour nos coéquipiers ». Dans leur logique, cela semblait normal. Mais sur une montagne, où chaque mètre carré peut être la frontière entre la vie et la mort, cette logique devenait une forme de cruauté. Ce n'était plus une simple réservation. C'était priver sciemment les autres d'une chance de survie. Un alpiniste a raconté qu'en revenant au campin après une rotation d'acclimatation, il a découvert que sa propre tente avait été encerclée par une barrière. Imaginez ce que cela signifie. À plus de 6000 mètres d'altitude, dans un environnement où vous pouvez mourir en quelques minutes à cause du froid, quelqu'un avait dépensé temps et énergie pour verrouiller l'accès à son espace plutôt que d'aider un autre être humain à survivre. Pire encore, ceux qui faisaient cela n'étaient pas seulement quelques individus irresponsables. Plusieurs compagnies d'expédition commerciales, des entreprises professionnelles, y participaient activement. Elles avaient des clients fortunés, exigeants, et elles étaient prêtes à s'accaparer autant d'espace que possible, peu importe les conséquences pour les autres. Le K2 était devenu un terrain de compétition où les tentes se disputaient comme des biens immobiliers et où la vie humaine devenait une variable secondaire. À 6100 mètres, où l'air est trop pauvre pour alimenter un cerveau normalement, où le froid peut tuer en une heure, où chaque bruit peut être une pierre mortelle qui dévale la paroi, l'humanité aurait dû se souder. Mais en 2025, elle s'est fragmentée. Elle s'est armée de barrières, elle s'est retranchée derrière des cercles de cordes, elle a exclu. Et cette guerre absurde n'était que le début. Car ce qui allait s'effondrer ensuite n'était pas un rocher ou une corniche, mais le pilier fondamental de toute expédition, la circulation de l'information. Si la guerre des tentes révélait l'égoïsme grandissant des alpinistes sur le K2, alors ce qui s'est produit ensuite était encore plus dangereux. L'effondrement total du système d'échange d'informations. En haute montagne, l'information n'est pas un détail, c'est l'oxygène, la corde de sécurité, la seule lumière capable d'éclairer le chaos des sommets meurtriers. Un simple changement de vent, un passage instable, un Sherpa blessé, chacun de ces éléments peut déterminer la survie de dizaines de personnes. Mais lors de la saison tragique de 2025, ce qui aurait dû protéger les alpinistes, l'information, s'est retrouvé étouffé, retenu, parfois même volontairement dissimulé. Et lorsque les mots cessent de circuler, la mort se met en marche. Tout a commencé par un problème technique. Le K2 se trouve près de la région du Cachemire, l'une des zones militaires les plus sensibles du monde. Depuis 2024, les tensions politiques ont entraîné des perturbations dans les signaux satellites. Les communications, déjà fragiles en raison du froid extrême et du relief chaotique, sont devenues instables,
au point de disparaître pendant des heures, parfois des jours. Les téléphones satellites perdaient le signal sans préavis. Les messages envoyés n'arrivaient jamais. Les appareils GPS se déconnectaient sans raison. Lorsque, par chance, une connexion finissait par apparaître, les équipes n'avaient que quelques minutes pour transmettre des informations vitales avant que le signal ne s'évanouisse à nouveau. Dans ces conditions, les priorités changeaient. Contacter les opérateurs, rassurer les familles, communiquer avec les équipes médicales, partager l'information avec les autres expéditions devenait un luxe. Mais la vérité était bien plus sombre. Le silence du Q2, en 2025, ne provenait pas uniquement des interférences techniques. Il naissait aussi de calculs froids, de stratégies commerciales et d'un instinct de survie profondément égoïste. Une expédition sur le K2 peut coûter entre 50 000 et 100 000 $. Beaucoup d'alpinistes s'endettent, hypothèquent leur maison ou économisent pendant des années pour réaliser ce rêve. Pour les entreprises organisatrices, la pression est immense. Si elles reconnaissaient que les conditions étaient trop dangereuses, les clients risquaient d'abandonner, voire d'exiger un remboursement. Si elles partageaient trop d'informations, elles perdaient leur avantage stratégique, un créneau météo favorable, une voie d'ascension dégagée, un sommet avant les autres. Ainsi, la vérité a commencé à être filtrée. Les Sherpas blessés par des chutes de pierre, silence, un passage devenu trop instable, secret, une équipe en difficulté, chuchotée en interne, jamais annoncée publiquement. Sur une montagne où la survie dépend de la rapidité de diffusion des alertes, ce silence était plus dangereux que n'importe quelle tempête. L'alpiniste polonais Łukasz Supergan, témoin direct du chaos, l'a résumé d'une phrase glaçante. Les chefs d'expédition gardent leurs plans comme des secrets d'État. Il n'existe absolument aucune coopération. Ni L'effondrement de l'information revenait à couper l'un après l'autre les fils invisibles reliant les expéditions entre elles. Personne ne connaissait l'état réel du bottleneck. Personne ne savait que les chutes de pierre entre l'ABC et le Campin en avaient explosé. Personne ne savait que plusieurs Sherpas avaient frôlé la mort dès le mois de juin. Ce vide d'information allait ouvrir la voie à une série d'accidents qui auraient pu être évités si quelqu'un avait simplement parlé. Mais un autre phénomène a contribué au silence, la peur de perdre la face. À l'ère des réseaux sociaux, où chaque alpiniste documente son ascension et où chaque entreprise cultive une image sécurisée, professionnelle, victorieuse, les mauvaises nouvelles sont devenues un poison. Les sociétés craignaient qu'annoncer des blessés n'effraie leurs clients, qu'admettre un danger n'attire l'attention des médias, qu'un abandon ne ternisse leur réputation. Ainsi, ceux qui auraient dû être les gardiens de la sécurité sont devenus les premiers à étouffer les faits. Ce silence a agi comme un brouillard toxique, enveloppant tout le Q2. Les équipes avançaient sans savoir ce qui les attendait. Elles prenaient des décisions cruciales dans l'ignorance totale des risques réels. Et sur une montagne où chaque choix peut être un dernier choix, l'absence d'information équivaut à une condamnation à mort. Mais le pire était encore à venir. Après le silence, après la méfiance, après les tentatives de dissimulation, le Q2 allait entrer dans sa phase la plus sombre, la tentative désespérée vers le sommet, la course folle dans la nuit glaciale, et les morts tragiques qui allaient marquer à jamais la saison 2025. Après des semaines d'immobilisation au camp de base, la saison 2025 du Q2 a glissé dans un état critique, l'épuisement total. Les réserves s'épuisaient jour après jour. Le moral se fragmentait, comme la glace fine sous les bottes. Même les compagnies les plus réputées comprenaient que le Savage Mountain n'était plus une montagne à conquérir, mais une créature furieuse, prête à dévorer quiconque s'approchait d'elle. C'est alors qu'un choix décisif s'imposa, divisant tous les alpinistes en deux camps, ceux qui acceptèrent la défaite et ceux qui décidèrent de jouer leur vie dans un dernier pari. Les plus grandes compagnies furent les premières à ouvrir les yeux. Madison Mountaineering comprit qu'il n'y avait plus rien de raisonnable dans cette ascension. Terry Sylvester, leur guide principal, monta jusqu'au Campin, observa les blocs de pierre dévalant sans pause, sentit le sol vibrer sous chaque impact, regarda des rochers gros comme des réfrigérateurs passer à quelques mètres de lui. Il redescendit et déclara « On arrête, ce n'est plus de l'alpinisme, c'est du suicide ». Même la présence de Ryan Mitchell, une star des réseaux sociaux suivie par des millions de fans, ne suffit pas à le faire changer d'avis. Sylvester préféra sauver une vie plutôt qu'obtenir une photo au sommet. Mountain Professionals plia bagage à son tour. Puis,
Fait encore plus marquant, Mingma David Sherpa, l'homme qui détenait le record de la plupart des ascensions du Ke2, abandonna aussi. Quand les plus forts reculent, cela signifie que la montagne a décidé qu'elle ne voulait plus être escaladée. Mais une poignée de groupes restèrent. Après 5 semaines d'attente infernale, ils ne voyaient plus qu'une seule alternative, repartir les mains vides ou tenter le tout pour le tout dans une fenêtre météo dérisoire, annoncée avec prudence par les météorologues. Le 5 août, ils décidèrent de risquer leur vie sur un espoir fragile, un summit push. Leur stratégie était folle, mais c'était la seule possible, grimper durant la nuit la plus froide, espérant que le gel figerait les rochers instables pendant quelques heures. Ce n'était pas une ascension, c'était une fuite en avant, dans l'obscurité totale. Et pourtant, contre toute logique, 40 et un alpiniste atteignirent le sommet le 11 août. Un fait exceptionnel, une des plus rares ascensions tardives du K2 depuis 2011. Mingma Guy réalisa son 6e sommet. Maria Alexandra Danila devint la première roumaine à atteindre la cime. Et Delicie Tian, chinois, devint officieusement le plus jeune homme à gravir le K2. Le monde célébra cette journée comme un triomphe. Mais sur le K2, tout triomphe se paye, et la facture est toujours prélevée à la descente. Guanjing, la femme venue d'un petit village du Hunan, celle qui avait impressionné la planète entière en faisant un poirier de 20 secondes sur l'Everest par 40 degrés Celsius, se tenait sur le sommet du Ke2 à 15h32. Quand elle entama sa descente, la mort l'attendait dans ce que les alpinistes appellent pourtant la zone sûre. L'ironie est atroce. Guanjing avait franchi le bottleneck où 11 personnes sont mortes en 2008. Elle avait passé la Black Pyramid, cimetière de dizaines d'alpinistes. Elle avait survécu aux endroits les plus hostiles de la montagne. Et lorsqu'elle atteignit la section que tout le monde considérait comme bénigne, elle pensa qu'elle n'était qu'à quelques heures d'un thé chaud dans son tente. Mais la sécurité n'existe pas sur le K2. Une pierre de la taille d'une boule de bowling, lâchée d'une hauteur que personne ne pouvait voir, heurta son casque avec une violence inouïe. Elle mourut instantanément. Pas de cri, pas de lutte. Une seule fraction de seconde, puis le silence éternel. Le plus terrible, c'est que cette mort n'était pas imprévisible. Elle avait été annoncée des semaines plus tôt par un autre décès, celui d'Iftikhar Hussain, un porteur pakistanais, tué par une chute de pierre au même endroit. Mais cette information s'était perdue dans le silence toxique des expéditions. Après la mort de Guanjing, Imagine Népal, la compagnie qui la guidait, disparut de toutes les plateformes. Pas un communiqué, pas un message, rien. Leur silence ressemblait à un rideau noir tiré sur la vérité. Lorsqu'une équipe partit récupérer le corps, un autre membre fut grièvement blessé par une nouvelle chute de pierre. Le K2 ne tuait pas seulement ceux qui voulaient le gravir, mais aussi ceux qui tentaient de sauver les victimes. Et pourtant, le monde continua de glorifier les sommets atteints, comme si aucune vie n'avait été laissée derrière. Mais derrière l'héroïsme affiché, une vérité glaçante persistait. La saison 2025 du K2 était une catastrophe collective, alimentée par un système d'alpinisme commercial qui avait préféré le silence et la compétition à la sécurité humaine. Lorsque la nouvelle de la mort de Guanjing a commencé à circuler à travers les chaînes d'information indépendantes, tandis que les agences commerciales gardaient le silence, le monde de l'alpinisme a finalement regardé la saison 2025 du K2 avec un frisson glacé. 2 décès confirmés, Iftikhar Hussain et Guanjing. 40 et une personne au sommet. Un taux de mortalité approchant les 5%, bien supérieur à celui de l'Everest. Mais ces chiffres ne racontent qu'une fraction de l'histoire. Ce qui fait de cette saison un avertissement terrifiant, ce ne sont pas seulement les morts, mais tout ce qui s'est produit derrière les coulisses. L'égoïsme, la dissimulation, la compétition aveugle et le mépris du danger. Le K2 en 2025 n'est pas seulement l'histoire de 2 vies fauchées, c'est l'histoire d'un système qui a échoué. Pourtant, au cœur de cette obscurité, certaines personnes ont choisi la lumière. Terry Sylvester, celui qui a eu le courage d'abandonner malgré la pression du public et des clients, est devenu le symbole d'un autre type d'héroïsme, celui de dire non à la mort, même lorsque la gloire se trouve à portée de main. Ryan Mitchell, privé de son rêve de sommet, a accepté la décision de son équipe avec une dignité silencieuse, rappelant que le respect de la vie a plus de valeur qu'une photo triomphante suspendue au-dessus des nuages. Sur Broad Peak, lorsque l'alpiniste polonais Waldemar Kowalewski
c'est briser la jambe à 6500 mètres, 3 Sherpas népalais, sans rémunération supplémentaire, sans obligation morale, ont risqué leur propre vie en partant le secourir sans acclimatation préalable, s'exposant au mal aigu des montagnes, à l'œdème pulmonaire ou cérébral. Leur acte rappelle au monde entier qu'au cœur même des lieux les plus inhospitaliers, la compassion humaine survit encore, plus forte parfois que la glace, le vent et la mort. Plus bas, au pied des montagnes, le gouvernement pakistanais a entrepris des réformes inédites dans l'histoire récente de l'alpinisme commercial. Réduction du coût des évacuations par hélicoptère de $26 000 à moins de 10 000, création de postes médicaux semi-permanents offrant des soins gratuits aux porteurs et aux alpinistes, et simplification du protocole d'intervention en exigeant plus 2 hélicoptères, mais un seul. Ces mesures ont probablement sauvé plus d'une vie au cours de cette saison chaotique. Mais malgré ces lueurs d'espoir, une vérité douloureuse subsiste. Le K2 2025 a exposé la face la plus sombre de l'alpinisme commercial. Les agences livrent une concurrence acharnée pour attirer des clients, pour gagner en notoriété, pour accumuler des réussites, au point d'accepter des risques inimaginables. Le choix de dissimuler des informations essentielles sur les blessures, sur les dangers réels des itinéraires, sur l'instabilité des rochers, n'est pas seulement irresponsable, c'est une complicité silencieuse avec la mort. Le mutisme d'Imagine Népal, après la mort de Guanjing, en est l'exemple le plus frappant. Une vie perdue, mais aucune déclaration, aucun hommage, aucun mot. Juste le silence, pour protéger une image. La plus grande question posée par cette saison n'est pas technique, mais éthique. Peut-on laisser les compagnies décider elles-mêmes de la limite du danger ? Si l'information est retenue pour éviter de faire fuir les clients, si certains opérateurs sont prêts à ignorer les avertissements pour respecter un calendrier, alors faut-il imposer une régulation bien plus stricte ? Beaucoup d'experts affirment que lorsque les conditions dépassent un certain seuil de danger, les autorités devraient interdire toute tentative de sommet, que les agences devraient être obligées de rendre publiques toutes les blessures, tous les incidents, tout changement critique sur la montagne. Car sur le K2, une information manquante n'est pas une omission, c'est une sentence. Mais la leçon la plus profonde provient de l'évolution même de l'alpinisme moderne, la course au prestige et à l'image. Dans un monde dominé par les réseaux sociaux, de plus en plus de gens grimpent pour le contenu, pour les vues, pour la célébrité numérique. Les agences suivent la tendance et vendent l'illusion que tout le monde peut grimper le K2 s'il a l'argent. Mais le K2, lui, ne change pas. Il n'a jamais été une montagne pour tout le monde. Il est un lieu qui exige une humilité absolue, un respect total, et 2025 a démontré ce qui arrive lorsque l'humain oublie cette vérité. Et au final, le K2 reste là, immobile, silencieux, indifférent au triomphe comme aux tragédies. Pour la montagne, 41 réussites ou 2 morts n'ont aucune importance. Mais pour ceux qui restent, la saison 2025 demeurera un avertissement gravé à jamais. Au K2, la gloire a toujours un prix. Le sommet sera encore là demain. Mais ceux qui tentent de l'atteindre, eux, ne le seront peut-être pas.